Vous voyez mon cours là? Ok. Donc, on va parler de l'antibiorésistance. Et donc, on va parler de donc, la résistance aux antibiotiques, les antibiotiques, la consommation d'antibiotiques. Et pour commencer, s'il y a des choses que vous connaissez sûrement, vous savez que les antibiotiques, ça a été une des principales révolutions médicales du XXe siècle. Oh, vous la connaissez, hein, Alexander Fleming qui découvre la pénicilline et produite par un champignon, Penicillium, et donc il va sur une boîte de pétri que fait une culture de staphylocoque autour de cette culture de staphylocoque autour pardon, de la culture du champignon de Penicillium qui s'est mis sur cette boîte. Plus de staphylocoque qui pousse, et c'est comme ça qu'il arrive à extraire la pénicilline. Il a fallu pas mal de temps avant de pouvoir produire de façon industrielle la pénicilline. Et vous voyez, 1928, 1940, la production industrielle. Et donc cet antibiotique a été utilisé de façon intensive pendant la Deuxième Guerre mondiale et a permis de sauver plein de blessés, éviter les surinfections des blessures. Et au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on a assisté à une diminution spectaculaire de mortalité due aux maladies infectieuses, en grande partie grâce à ces antibiotiques. Mais en fait, très rapidement, ce qui a été décrit, et vous voyez que là, c'est un article qui a été publié en 1944. Donc, 1940, on commence à utiliser la pénicilline de façon importante. 1944, un article qui décrit le premier cas de bactéries existantes par la production d'une pénicillinase, une enzyme qui hydrolyse la pénicilline et donc qui rend l'antibiotique inefficace. À l'entendu, là, c'est ça? C'est la connexion le son qui saute un peu? Ouais, je suis désolé, ça va être un problème un peu de connexion, mais ça a l'air de marcher. Là, ça marche là ou pas? Alors, ce qui rend l'antibiotique inefficace, c'est le fait, dans cet article, là, c'est le fait qu'il y ait une enzyme qui soit produite par cette bactérie, le staphylocoque, pénicillinase, qui va hydrolyser, donc détruire l'antibiotique, la pénicilline. Et ce qui est important, c'est pas tellement le mécanisme, là, c'est vraiment que, vous voyez, en 40, on commence à l'utiliser, en 44, on décrit la première résistance, c'est quelque chose qui va très vite. Alors, quand on parle des antibiotiques, comment fonctionnent de façon très rapide les antibiotiques? Les antibiotiques, ils vont avoir différentes cibles sur la bactérie. Donc, les antibiotiques, c'est des molécules qui permettent de tuer les bactéries, hein, ça vous savez, et qu'on peut prendre par voie générale, par voie orale. Et en fait, finalement, il y a uniquement 4 cibles principales pour les antibiotiques. Soit les antibiotiques, ils peuvent inhiber la synthèse de la paroi de la bactérie. Donc, la bactérie a une paroi, et donc ils vont agir au niveau de la paroi. La paroi, c'est des protéines et des sucres autour de la bactérie. Et donc, on a plein d'antibiotiques qui vont agir sur la paroi, comme qui sont les bêta-lactamines ou les glycopeptides, qui sont des antibiotiques qui vont agir sur la synthèse de la paroi. On a ensuite des antibiotiques qui vont agir à l'intérieur de la cellule sur l'ADN de la cellule. Donc, vous savez, hein, que les bactéries, ce sont des prokaryotes, c'est-à-dire que c'est des cellules qui n'ont pas de noyau. Donc, l'ADN, il est sur un chromosome se situe dans la bactérie, mais pas dans le noyau. Et donc, on a plusieurs antibiotiques qui vont agir, plusieurs classes d'antibiotiques qui vont agir sur l'ADN, comme les quinolones, les fluoroquinolones,
la rifampicine et d'autres antibiotiques comme le Bactrim. Ensuite, on a des antibiotiques qui vont agir sur la synthèse des protéines et donc qui vont agir sur le ribosome. Et là, on a plusieurs classes d'antibiotiques. Alors, l'idée, c'est pas forcément de retenir ces différentes classes d'antibiotiques, hein. Mais donc, on a les macrolides, les cyclines, les aminosides. Et puis, dernière cible possible, c'est la membrane cellulaire. Et donc, vous voyez qu'en fait, les antibiotiques ils vont agir à différents niveaux du cycle de la bactérie et qu'en fait, on peut les regrouper tous plus ou moins en fonction de leur cible d'action. On a vu qu'en 1928, on avait découvert cet antibiotique naturel qui était la pénicilline. On a commencé à les synthétiser en 32, industriel, c'est années 40. Et maintenant, on a 17 familles d'antibiotiques qu'on peut tous classer en fonction de la cible et des cibles que je viens de vous montrer. Malheureusement, il y a de la résistance naturelle. Les bactéries sont capables d'avoir en fait tout simplement une adaptation à leur environnement. Et aussi, et ça on le reverra tout à l'heure, de la résistance acquise avec cette fois-ci de l'adaptation aux antibiotiques et l'acquisition de la résistance. C'est l'exemple que je vous ai montré au tout début sur le staphylocoque qui est devenu résistant à la pénicilline. Et ces résistances, on va le voir après aussi, elles sont en partie transmissibles. Et donc, ça peut aboutir à des bactéries qui sont des bactéries qui peuvent être multirésistantes, hautement résistantes. On verra. Et donc, ça a un impact très important sur la mortalité. Vous voyez qu'en 2007, en Europe, on estimait que cette antibiorésistance, elle était responsable de 386 000 infections et de 25 000 décès. Et en 2012, en France, on a estimé qu'il y avait 150 000 infections par an qui étaient dues à des bactéries multirésistantes et que c'était responsable directement ou indirectement de 12 500 décès. Donc, dans la première partie, je vous propose qu'on un peu quel est l'impact de l'antibiothérapie sur la résistance bactérienne. Donc vous entendez rien, hein, c'est ça que vous me dites là. On va essayer de recommencer la connexion. J'espère que ça va être j'espère que ça va être mieux. Vous m'entendez mieux là. Et on va recommencer.
Et vous voyez le diaporama? Ok. On était là. Je vous disais que en France, donc on estimait qu'en 2012, vous voyez qu'on avait 158 000 infections par an dues à des bactéries multirésistantes et qui est responsable d'une estimation de 12 500 décès. Donc un chiffre que les décès sur l'infection ou pas mal d'autres maladies en France. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder un peu quels sont les éléments qu'on a pour dire que l'antibiothérapie a un impact sur la résistance bactérienne. Déjà, les principaux mécanismes de résistance, on l'a vu rapidement juste avant. Donc on a vu, pardon, sur les principaux mécanismes de résistance, on a vu les cibles d'action des antibiotiques sur les cellules, bactéries. Et donc, de ces cibles vont découler des mécanismes de résistance. Ça saute tout le temps, mais je ne sais pas comment faire si la bonne. Donc, on en était au mécanisme de résistance aux antibiotiques. Et donc, comment les bactéries peuvent se protéger des antibiotiques? Alors, en fait, il n'y a finalement que 3 grands mécanismes d'action pour que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Soit les bactéries essayent de faire en sorte qu'il y ait moins d'antibiotiques qui rentrent dans la cellule, ou en tous les cas que la concentration d'antibiotiques dans la cellule soit plus faible. Et donc on a en fait 2 mécanismes là-dedans. C'est soit la bactérie devient imperméable à l'antibiotique, et donc pour que les antibiotiques puissent rentrer dans la bactérie, il faut qu'ils passent par ce qu'on appelle des pores, c'est-à-dire des protéines qui permettent de faire passer les antibiotiques à travers la membrane. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imperméabilité. Donc la bactérie devient imperméable aux antibiotiques. Le deuxième finalement sous-mécanisme dans ce mécanisme qui permet de diminuer l'accumulation d'antibiotiques, c'est ce qu'on appelle l'efflux. Cette fois-ci, c'est un peu différent. C'est en fait des protéines qui se trouvent sur la membrane, des enzymes qui se trouvent sur la membrane, qui permettent de faire sortir de façon active les antibiotiques. Et donc ça, c'est un mécanisme d'excrétion. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'efflux actif. Ensuite, on peut avoir, donc ça c'est le premier point, c'est tout simplement essayer la bactérie essaye de diminuer la quantité d'antibiotiques qui rentre ou la quantité d'antibiotiques qui est dans la cellule au contact des cibles. Deuxième mécanisme, c'est ce qu'on a vu au tout début sur l'histoire du staphylocoque, c'est l'inactivation de l'antibiotique par une enzyme. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand je vous ai parlé de la pénicillinase du staphylocoque doré qui rendait la pénicilline inactive. C'est en fait une enzyme qui va détruire l'antibiotique, qui va l'hydrolyser. Et donc ça, il y a énormément d'enzymes qui existent, qui sont produites par les antibiotiques, par les bactéries, et qui sont capables d'hydrolyser certains antibiotiques, parfois plusieurs classes d'antibiotiques, parfois plusieurs antibiotiques. Et puis, dernier mécanisme de résistance, c'est le fait, une modification en fait de la cible pour que l'antibiotique ait moins d'affinité, puisse moins facilement se lier à sa cible d'action.
Donc, on l'a vu au tout début, c'est pour ça que je vous ai parlé des différentes cibles d'action des antibiotiques. Et donc là, la bactérie peut soit modifier cette protéine de liaison, soit utiliser d'autres voies pour justement éviter l'action de l'antibiotique. Et donc, en fonction de la nature du mécanisme, on va avoir une résistance soit à haut niveau, soit à bas niveau. Et il peut y avoir des résistances croisées entre plusieurs antibiotiques. Donc ça, c'était les grands mécanismes de résistance. Et ensuite, en fait, la résistance, elle va être classée entre résistance naturelle ou résistance acquise. Donc, qu'est-ce que c'est que la résistance naturelle? La résistance naturelle, c'est le fait d'avoir une résistance qui caractérise en fait toute une espèce bactérienne. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi le phénotype sauvage, c'est le phénotype normal. Ça se définit le spectre d'activité des antibiotiques. Et donc, on sait que certaines espèces d'antibiotiques, certaines espèces de bactéries, pardon, sont soit habituellement sensibles, soit habituellement résistantes aux antibiotiques. Et puis après, on peut avoir de la résistance acquise. Et donc ça, c'est vraiment un comportement considéré comme anormal de certaines souches d'une espèce et qui donne un phénotype résistant. Et donc ça, on va le voir juste après, c'est par des modifications génétiques éventuelles. Donc si on reste sur la résistance naturelle, donc je vous l'ai dit, la résistance naturelle, elle va caractériser elle va caractériser une espèce de bactéries et donc elle fait partie, cette résistance, elle fait partie intégrante du patrimoine génétique, du chromosome de l'espèce. Et donc on dit qu'elle est naturellement résistante quand tous les individus appartenant à cette espèce sont résistants à cet antibiotique. Quelques exemples, dans les cocciagrammes positifs, ils sont habituellement naturellement résistants au quinolone, parfois au fluoroquinolone, quinolone de première génération, parfois au fluoroquinolone. Les grammes positifs sont naturellement résistants à la colistine. Bref, il y a toute une liste de bactéries qui ont des résistances naturelles. Les entérocoques, par exemple, sont naturellement résistants aux céphalosporines de troisième génération. La listeria est naturellement résistante aux céphalosporines de troisième génération. Et les bacilles à grammes négatifs sont naturellement résistants aux pénicillines du groupe M et aux glycopeptides. Maintenant, dans la résistance acquise, donc c'est ce qu'on a dit rapidement tout à l'heure, la résistance acquise, c'est un comportement qui va être anormal de certaines souches d'une espèce. Et donc, pour répondre à votre question, non, c'est des exemples. Hein. Il ne faut pas connaître toutes les résistances. Je ne vous demande pas de connaître toutes les résistances naturelles de tout ce que je viens de vous citer. C'est des exemples de ce que c'est qu'une résistance naturelle. Et donc, sur la résistance acquise, donc c'est en fait dû à des modifications génétiques. On a vu que la résistance naturelle, ça faisait partie du patrimoine génétique de l'espèce. La résistance acquise, à contrario, c'est la modification du patrimoine génétique de cette bactérie qui va avoir soit acquis des mutations, soit carrément acquis des nouveaux gènes, des gènes étrangers qui lui confèrent de la résistance. Et donc, habituellement, quand on a une résistance naturelle, c'est une résistance qui est chromosomique. La résistance le support génétique de résistance acquise peut être soit chromosomique, donc ça veut dire qu'on a des mutations qui se passent au niveau du chromosome, et donc le chromosome de la bactérie va être transmis par ce qu'on appelle une transmission verticale, c'est-à-dire qu'elle va, une fois quand la bactérie va se diviser, elle va transmettre son patrimoine génétique, son chromosome, à toutes les bactéries filles, entre guillemets. Et on peut avoir aussi de la résistance qui est dont le support génétique est sur des plasmides. Et donc dans ce cas-là, ça va être donc les plasmides, c'est un petit bout d'ADN qui peut être transmis de bactérie en bactérie. Et donc c'est là où on va parler d'une transmission horizontale.
Et donc, ça peut se passer entre la même espèce de bactérie, mais ça peut aussi, ces plasmides peuvent être transmis entre différentes espèces. Et ce qui va permettre une dissémination de la résistance. Donc, si on résume ça avec ce petit schéma, vous voyez qu'on a une bactérie résistante qui est en vert là, sur la diapo, dans laquelle on a plusieurs petits ronds verts qui sont des plasmides et un grand rond bleu qui représente son chromosome. Tout ça, c'est son ADN. C'est l'ADN de la bactérie. Et donc, et en haut à droite, vous avez des bactéries sensibles qui ont uniquement leur chromosome bleu. Et donc, pour qu'elles deviennent résistantes, il y a plusieurs solutions. Soit on a une mutation sur le chromosome, c'est la petite croix rouge là sur le chromosome qui va donc on a une mutation qui se produit qui va modifier un gène et qui va rendre la bactérie résistante, ou alors ces bactéries sensibles vont acquérir du matériel génétique de bactéries résistantes, et ça c'est les petits plasmides verts là, que la bactérie est capable d'acquérir. Ou alors, parfois, ça peut être carrément un transfert d'un gène uniquement en entier qui va être transmis sur le chromosome ou sur un plasmide d'une bactérie. Et donc, une fois qu'on a vu ces mécanismes, qu'est-ce qui se passe quand on se place maintenant, cette fois-ci, à l'échelle d'une population de bactéries? Si on a une population de bactéries donc qui est représentée à gauche sur la diapositive, là, finalement plutôt des bactéries sensibles, mais que dans cette population de bactéries sensibles, on a quelques bactéries, une faible proportion de bactéries qui sont résistantes. Si on les met en contact d'antibiotiques, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, les bactéries sensibles vont être détruites par les antibiotiques et on va se retrouver après l'utilisation des antibiotiques avec une proportion élevée de bactéries résistantes. On aura sélectionné les bactéries résistantes. Et alors, en fait, où est-ce que ça se passe, cette sélection de la résistance? Et ben, ça se passe en fait essentiellement à l'endroit où on a le plus de bactéries dans le corps humain, et donc ça va se passer dans les microbiotes. Et là où on a le plus de bactéries, c'est essentiellement dans le microbiote digestif. Au niveau du type digestif, vous savez qu'on a des milliards et des milliards de bactéries différentes, avec une grande diversité de bactéries différentes. Et, et donc, c'est là où les antibiotiques vont avoir un effet sur cette sélection de résistance. Et si on veut être un peu plus précis encore, on peut schématiser l'action des antibiotiques au niveau du microbiote intestinal de cette façon. Là, vous avez un microbiote intestinal. Est-ce que vous voyez mon pointeur, ma flèche? Ok, donc là, vous avez un microbiote intestinal normal, et vous voyez qu'il y a une très grande diversité de bactéries. Il y a plein de familles, plein de bactéries différentes. Et en fait, cette diversité de bactéries, elle permet de protéger notre microbiote intestinal contre l'arrivée d'autres bactéries. C'est ce qu'on appelle la résistance à la colonisation. Et en fait, moins ce microbiote va être divers, plus il va être pauvre, et donc avec très peu de bactéries et peu de bactéries différentes, plus il va être sensible à la colonisation, à la colonisation par d'autres bactéries, des bactéries étrangères. Et donc, qu'est-ce qui peut rendre ce microbiote intestinal plus pauvre? C'est en fait l'utilisation des antibiotiques. Et on sait que quand on utilise des antibiotiques qui ont une action anti-anaérobie, parce que dans le microbiote intestinal, c'est essentiellement des bactéries qui poussent en anaérobie, donc qui n'ont pas besoin d'oxygène, ou qui ont surtout besoin d'une atmosphère où il n'y a pas d'oxygène pour pouvoir se développer. Et ben, quand on utilise des antibiotiques qui ont une action sur ce type de bactéries, et qu'en plus, c'est des antibiotiques qui vont se concentrer de façon importante au niveau du tube digestif, parce que ces antibiotiques ont une excrétion biliaire qui passe par la bile et qui donc se concentrent dans le tube digestif, on va avoir
l'action maximale des antibiotiques sur le microbiote. Et vous voyez que le microbiote intestinal va du coup devenir très pauvre. Et donc, s'il devient très pauvre, eh ben, il risque il est à risque de se faire coloniser par d'autres bactéries. Et si on se trouve dans un milieu où il y a beaucoup de bactéries résistantes, par exemple à l'hôpital, par exemple, dans des pays où il y a énormément de bactéries résistantes dans l'environnement, on va revenir là-dessus, et ben, après avoir pris des antibiotiques, on va être très fragilisé sur cette acquisition de résistance et on risque d'acquérir des bactéries autres qui sont potentiellement des bactéries multirésistantes qui sont représentées en rouge ici. Donc, en fait, l'action sur la sélection et l'acquisition de la résistance des antibiotiques qui se passe essentiellement au niveau du microbiote intestinal, et c'est surtout une action qui va favoriser l'acquisition de bactéries étrangères résistantes. Et maintenant, si on se replace au niveau d'un individu qui va prendre des antibiotiques, qu'est-ce que ça peut donner comme effet? Ça peut donner ce qu'on appelle parfois le cercle infernal des antibiotiques. Et donc, on a un patient qui arrive avec une infection avec potentiellement une bactérie sensible. On va lui donner un antibiotique de première ligne, un premier antibiotique, qui va avoir comme action ce qu'on a vu sur le tube digestif, qui va du coup perturber son microbiote intestinal, le rendre plus sensible à la colonisation par d'autres bactéries. Et donc, s'il se trouve dans un milieu où il y a pas mal de bactéries multirésistantes, il risque d'acquérir ce qu'on appelle une BMR, une bactérie multirésistante aux antibiotiques. Et si ce patient est fragile et qu'il est à risque d'infection, il risque de revenir avec une nouvelle infection. Et à ce moment-là, il risque de faire une infection due à une bactérie dont il est porteur et donc potentiellement une infection à une bactérie multirésistante. On va devoir donc lui donner un antibiotique à plus large spectre, un antibiotique de recours, et qui risque de sélectionner des bactéries encore plus résistantes dans son tube digestif, etc., etc. S'il est très à risque, il risque de faire une infection à cette bactérie encore plus résistante, qu'on appelle parfois les bactéries hautement résistantes. Et donc, au final, on risque d'aboutir à une impasse thérapeutique où il va finir par faire une infection à des bactéries qu'on ne va plus pouvoir traiter avec les antibiotiques. Comment on peut faire pour essayer de casser ce cercle infernal et comment on peut faire pour essayer de lutter contre cet emballement qui risque de sélectionner la résistance? Ben, il y a deux actions. C'est soit on essaye de prévenir les infections, et donc on vaccine les patients, par exemple, contre la grippe, parce qu'on sait que le fait de faire une grippe favorise les infections bactériennes. Et puis, tout ce qui est mesures d'hygiène, en particulier hygiène hospitalière, pour casser la transmission croisée au sein de l'hôpital, et donc éviter que le patient qui arrive qui est sous antibiotiques, acquiert une bactérie multirésistante à l'hôpital. Et puis la deuxième partie de l'action, c'est essayer de moins utiliser les antibiotiques, diminuer la consommation d'antibiotiques, utiliser plus que les antibiotiques. Enfin, n'utiliser les antibiotiques que quand vraiment ils sont nécessaires et on est sûr de l'intérêt de ces antibiotiques, bref, en essayant de diminuer la consommation d'antibiotiques et en l'utilisant mieux. Et c'est ce qu'on va essentiellement voir aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre que la résistance aux antibiotiques et la diffusion de l'antibiorésistance, en fait, c'est une action synergique entre ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'action des antibiotiques au sein du microbiote et qui favorise l'acquisition de bactéries résistantes, et la transmission croisée. La transmission croisée, c'est quoi? C'est simplement la transmission de bactéries multirésistantes entre patients qui sont porteurs de bactéries multirésistantes. Et donc, c'est ce petit schéma-là. On a un patient qui rentre à l'hôpital, par exemple, on le met sous antibiotiques, il va devenir porteur de bactéries multirésistantes, et si on n'a pas de mesures d'hygiène qui évitent la transmission croisée, par exemple par le manuportage de cette bactérie à d'autres patients, et ben, en fait, on va avoir une diffusion de ces bactéries multirésistantes. Pour peu qu'en plus, parmi ces patients-là, il y en ait d'autres qui reçoivent des antibiotiques, ça va amplifier le phénomène. Et donc, c'est là où on va avoir un effet exponentiel de l'association entre cette association synergique entre l'utilisation des antibiotiques et la transmission croisée.
quand on regarde un peu, sans rentrer dans le détail, mais quand on regarde un peu dans la littérature, en fait, toute antibiothérapie préalable est associée à du portage de bactéries multirésistantes. Donc là, c'est un papier qui regardait ça sur ce qu'on appelle les bêta-lactamases à spectre élargi. On va revenir dessus tout à l'heure. Bref, c'est des bactéries multirésistantes. Et quand on regarde, en fait, vous voyez que quand on compare les patients, des patients contrôles qui n'avaient pas ces bactéries multirésistantes à des patients témoins pardon, des témoins qui n'avaient pas de ces bactéries multirésistantes et des patients qui étaient porteurs de ces bactéries multirésistantes, et ben, le fait d'avoir eu des antibiotiques préalablement était un facteur de risque qui s'augmentait de près de 3 fois le risque d'avoir des bactéries, d'être porteur de bactéries multirésistantes. Autre point, c'est la durée de traitement. Et donc là, on sait aussi que plus on prolonge un traitement antibiotique, plus l'impact va être important sur toujours la flore digestive. Et là, vous voyez que dans cette étude, on avait 31 patients qui étaient traités par une céphalosporine de troisième génération, le céphotaxime. Non, pardon, il y en a 31 qui n'étaient pas traités, il y en a 68 qui étaient traités par céphotaxime, et vous voyez qu'on avait suivi dans leur tube digestif le nombre le pourcentage de patients qui n'avaient pas de résistance au céphotaxime dans leur tube digestif. Au début, tous les patients avaient des entérobactéries qui étaient, aucun des patients n'avait d'entérobactéries résistantes au céphotaxime, mais à la fin, tout le monde avait, il n'y avait plus aucun patient qui avait des bactéries sensibles au céphotaxime. Et vous voyez que ce qui est important, ce n'est pas tellement les chiffres initiaux et d'arrivée, c'est surtout qu'au fur et à mesure des jours de traitement, on a la sélection de plus en plus de résistance avec, au final, plus aucun patient qui n'avait des bactéries sensibles au céphotaxime dans son tube digestif. Autre façon de regarder les choses, c'est quand on prolonge l'antibiothérapie. Et donc ça, c'est une étude qui avait été faite en pédiatrie, chez des enfants qui avaient des antibiothérapies pour des otites moyennes aiguës à pneumocoque. Et vous voyez que quand, dans le groupe des patients, des enfants qui avaient plus de 5 jours de traitement, on avait une augmentation du risque de portage de pneumocoque résistant à la pénicilline. Et quand on regarde de façon un peu plus macroscopique, eh ben, on a de nombreuses études on a beaucoup d'études qui montrent un lien entre résistance et consommation, et en particulier cette étude qui date un petit peu, mais où vous voyez qu'on regarde la résistance à la pénicilline du pneumocoque, toujours la même chose, en fonction de la consommation de pénicilline dans les pays. Et vous voyez qu'en France, à cette époque-là, on était le pays qui consommait le plus d'antibiotiques, de pénicilline par habitant, et qu'on était aussi le pays où il y avait la plus grosse proportion de portage de streptocoques, de pneumocoques résistants à la pénicilline. Et vous voyez qu'il y avait une très bonne corrélation entre la consommation d'antibiotiques de pénicilline dans les pays et la proportion de résistance du pneumocoque. Donc, là, c'était vraiment pour balayer le fait et vous convaincre que le fait d'utiliser des antibiotiques a un impact sur la sélection de résistance, et qu'on a beaucoup de données dans la littérature pour le dire, beaucoup de choses qui nous prouvent que de mettre des antibiotiques, ça a un impact sur le microbiote intestinal, ça a un impact sur l'acquisition de résistance, ça a un impact sur la sélection de résistance. Et quand on regarde à l'échelle individuelle, c'est quelque chose qu'on observe, et quand on regarde à l'échelle collective, c'est quelque chose qu'on observe au niveau même de pays ou de continents. Alors, donc on a cet impact de l'antibiothérapie sur cette résistance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On verra après, mais on va voir déjà aussi quel est l'état des lieux sur la consommation d'antibiotiques. Est-ce que
En France, en particulier, on est un pays plutôt vertueux en termes de consommation antibiotique. La réponse est clairement non. En tous les cas, en quantité globale, en fait, la France se situe toujours dans le peloton de tête, troisième, quatrième place de la consommation antibiotique. Vous voyez, en 2015, alors là, j'ai mis vice-championne d'Europe parce que, en fait, quand on regarde les autres pays qui nous précèdent, il y a la Grèce, effectivement, il y a Chypre qui est quand même un tout petit pays, et la Roumanie qui a une façon de compter la consommation un petit peu différente et qui est aussi un pays beaucoup plus petit que la France. Quand on regarde les grands pays européens, la France se situe toujours dans le peloton de tête. Et si on compare, donc là c'est une autre façon de représenter les choses, ça c'était un petit peu plus, c'est les consommations de 2013, et vous voyez que plus la couleur est, enfin les pays en rouge sont ceux qui consomment le plus d'antibiotiques, donc la France est toujours dans les pays qui consomment le plus d'antibiotiques, avec la Roumanie, l'Italie, la Belgique et la Grèce. Et quand on compare et quand on regarde un petit peu le surcoût que ça représente, on a, en fonction, si on se compare à la moyenne de l'Europe ou aux pays les plus vertueux, on a un surcoût de 71 à 441 millions d'euros de surconsommation d'antibiotiques en France. Et alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce que quand on regarde la consommation, est-ce que on s'est amélioré en France? Oui, en partie. Et en particulier, au cours de cette campagne, une campagne dont tout le monde se retient, qui était les antibiotiques sépotomatiques. Donc ça, c'est une grande campagne qui a eu lieu surtout en ville au début des années 2000. Et vous voyez que ça a eu un impact sur la consommation d'antibiotiques en ville, avec une diminution importante de consommation. Ça, c'est en France, mais avec une réaugmentation au décours de cette campagne de la consommation d'antibiotiques. Si on se remet à l'hôpital et si on regarde de façon un peu différente, cette fois-ci, c'est qu'on regarde un jour donné, quelle est la proportion de patients qui sont sous antibiotiques à l'hôpital un jour donné. Et vous voyez que la réponse, c'est qu'il y en a 25%, un quart des patients à l'hôpital est sous antibiotiques un jour donné. Donc, ce qui est assez variable en fonction du type de service. Bien sûr, les patients qui sont en infectiologie, par exemple, ils ont quand même plus de risques ou plus de chances, je sais pas, d'être sous antibiotiques. Pareil, en hématologie, en réanimation, on a à peu près 50% des patients qui sont sous antibiotiques un jour donné. Et ces chiffres, en fait, ils restent stables sur les dernières années. On est toujours autour d'à peu près un quart des patients sous antibiotiques à l'hôpital en France. Donc très bien, on a dit qu'on avait qu'on consommait beaucoup d'antibiotiques, mais est-ce qu'on les consomme bien? Est-ce qu'on consomme bien les antibiotiques? Est-ce que toutes les patients qui sont sous antibiotiques ont une indication à être sous antibiotiques? Bon, il y a une abondante littérature, on peut pas tout balayer bien évidemment, mais là c'est un exemple qui nous vient des Pays-Bas. Vous vous souvenez sur la carte, les Pays-Bas, c'est un des pays les plus vertueux en termes d'antibiothérapie, c'est-à-dire qu'ils consomment, c'est un des pays d'Europe où ils consomment le moins, c'est même le pays d'Europe où on consomme le moins d'antibiotiques. Pourtant, probablement que les gens ne sont pas moins bien soignés aux Pays-Bas qu'en France, hein. Et donc, dans cet exemple, il vient d'un hôpital des Pays-Bas. Vous voyez qu'on était, même si c'est un pays très vertueux, on était avec une prévalence de patients sous antibiotiques de 22%, 23%. Donc, aux Pays-Bas, dans cet hôpital, un jour donné, on avait 23% des patients qui étaient sous antibiotiques. Et donc là, les auteurs se sont intéressés à la pertinence de la prescription d'antibiotiques. La pertinence de la prescription d'antibiotiques, c'est-à-dire qu'ils ont regardé si, à l'échelle individuelle, un patient par patient, si il y avait une indication à une antibiothérapie, si la molécule, si c'était la bonne molécule qui avait été choisie, si c'était la bonne posologie, la bonne durée. Et vous voyez que dans cette étude, on a presque 40% des 37% des prescriptions qui ne sont pas appropriées.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés un peu plus loin, ils ont regardé si il y avait des patients, donc cette fois-ci pas les patients qui étaient sous antibiotiques, mais les autres, si ils avaient éventuellement une indication à une prescription d'antibiotiques et que l'antibiotique n'aurait pas été prescrit. Donc là, cette proportion est extrêmement faible. Bref, on a dans ce cas-là près de 40% des prescriptions qui ne sont pas appropriées et quasiment pas de patients qui n'ont pas d'antibiotiques. Donc il y a vraiment ça c'est vraiment un exemple d'une surprescription d'antibiotiques avec une mauvaise pertinence de l'antibiothérapie. Dans toutes les études, donc ça c'était un exemple, mais on a de nombreuses études qui ont évalué ce genre de choses et qui ont retrouvé à peu près ces chiffres-là, entre 25 et 50% de prescriptions inappropriées en fonction des critères qu'on regarde. Donc, à l'hôpital, il y a un quart des patients qui sont sous antibiotiques, et parmi ce quart de patients qui sont sous antibiotiques, il y en a près de la moitié qui ont une antibiothérapie qui n'est pas pertinente au sens large, et donc une proportion importante de patients qui ne devraient même pas avoir d'antibiotiques dans cette proportion d'un quart de patients sous antibiotiques. Donc, des antibiotiques qui ont un impact sur la résistance, sur la sélection, sur l'acquisition de la résistance, sur la transmission après, dans un deuxième temps, de l'antibiorésistance, une consommation d'antibiotiques très élevée avec probablement beaucoup de choses à améliorer sur la pertinence de la prescription d'antibiotiques. Et puis, dernier point de ce tableau-là qu'on dresse sur l'antibiorésistance, c'est justement comment évolue la résistance bactérienne. Et où on en est en termes de résistance bactérienne et comment elle évolue. Alors, premier point d'introduction là-dessus, c'est que cette résistance, elle menace l'efficacité des antibiotiques. Et en fait, elle existe depuis le début. On l'a vu avec l'exemple du staphylocoque, qui est la première souche de staphylocoque résistant à la pénicilline, quelques années après la découverte, enfin en tous les cas la mise en production industrielle de la pénicilline. Et donc on assiste depuis lors à une course entre l'émergence et la diffusion de la résistance bactérienne et le développement de nouvelles molécules. Et donc cette émergence, c'est un phénomène naturel qui est favorisé par l'utilisation des antibiotiques. La diffusion de cette résistance, elle est favorisée par la transmission croisée avec les voyages, la surpopulation, les hôpitaux. Et donc ça, c'est déjà un peu ce qu'on a vu ce qu'on a vu sur la première partie, c'est vraiment l'impact de l'antibiothérapie sur la résistance. Et la deuxième partie, c'est le développement de nouvelles molécules. Et c'est là où c'est un petit peu inquiétant parce que depuis 40 ans, on n'a pas de nouvelle classe d'antibiotiques qui a été développée. On a depuis 1998 uniquement 2 nouvelles molécules avec des nouvelles cibles. Et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que la plupart des grandes compagnies pharmaceutiques ont complètement abandonné le champ des antibiotiques. Il y a un petit peu de ces 2 dernières années, là, il y a un petit peu de renouveau là-dessus, mais dans l'ensemble, les grandes compagnies pharmaceutiques ne sont plus intéressées vraiment par le développement des antibiotiques. Les antibiotiques étant des molécules qui sont souvent assez peu rentables, contrairement à des médicaments qu'on donne dans les traitements au long cours, comme par exemple le traitement antihypertenseur, le traitement contre le diabète, ou le traitement contre le VIH, par exemple, qui sont des médicaments qu'on va donner à vie ou quasiment. Les antibiotiques, c'est toujours des traitements courts, avec en plus des durées, comme tous les médicaments, très longues de développement, plusieurs années, parfois plus de 10 ans, et à la fin, un risque écologique important qui est que peut-être qu'une fois que l'antibiotique va arriver sur le marché, un nouveau type de résistance va faire que l'antibiotique va plus pouvoir être utilisé ou très peu. Bref, c'est extrêmement peu rentable comme molécule. À partir de ces données, à partir des données existantes, il y a des auteurs anglais qui ont essayé de faire une estimation de si toutes les choses restaient, si
l'évolution des choses continuait dans le même sens, c'est-à-dire aussi peu de nouvelles antibiotiques développées et un développement de l'antibiorésistance qui suit le même rythme qu'actuellement. Ces auteurs ont estimé qu'en 2050, on pourrait aboutir à une mortalité de 10 millions de personnes par an dans le monde, soit une mortalité supérieure à la mortalité par cancer, supérieure à la mortalité due au diabète, avec, donc en 2050, essentiellement une mortalité qui se concentrerait dans le continent asiatique et le continent africain. Pourquoi cet impact direct sur la mortalité de cette antibiorésistance? C'est ce qui a été vu dans cette étude dont je vous ai déjà cité en introduction. Vous voyez qu'en France, on estime en 2012 qu'il y avait 158 000 infections à bactéries multirésistantes et qu'elles étaient responsables de 12 500 décès. Alors comment on peut de quoi il s'agit, de quoi on parle? Là, on en parle en fait tout simplement, et en particulier dans la projection vers 2050, on parle tout simplement de complications, d'infections qui pourraient compliquer tous les gestes habituels de la médecine moderne, et en particulier toutes les infections post-opératoires qu'on ne pourrait plus traiter ou très mal traiter. L'antibioprophylaxie, vous savez, c'est les antibiotiques qu'on donne au moment d'une chirurgie pour éviter les surinfections au décours de la chirurgie, pendant la chirurgie. Et ben, si on a des bactéries qui sont résistantes à toutes les lignes d'antibiotiques, notre antibioprophylaxie ne va plus être efficace et on risque de voir de nouveau des infections du site opératoire mortelles dans des proportions aussi élevées qu'avant l'ère des antibiotiques. Bref, revenir dans une ère post-antibiotique. Et vous voyez que c'est non seulement une projection qui fait peur, mais déjà en France, 12 500 décès liés aux infections à bactéries multirésistantes, c'est déjà un chiffre élevé. Alors, quand on parle des bactéries multirésistantes, on parle de pas mal de choses et sans aller dans le détail de différentes bactéries multirésistantes, vous voyez que je vous ai mis les principales bactéries multirésistantes, les staphylocoques dorés résistants à la méticilline, les entérobactéries qui produisent des bêta-lactamases à spectre étendu. Ce n'est pas tellement le fait de retenir ces différents types de résistance qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on avait jusqu'au début des années 2000 essentiellement ce problème de la multirésistance, il se passait quasiment exclusivement à l'hôpital, alors que maintenant on retrouve des bactéries multirésistantes non seulement à l'hôpital, nosocomiales, mais aussi en communauté, donc en ville. Et donc, par exemple, les BLSE, c'est un problème qui touche beaucoup la ville. Alors, de quoi on parle quand on parle des BLSE? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. On parle en fait d'entérobactéries qui sont résistantes et qui sont résistantes par la production de ce bêta-lactamase à spectre élargi. Alors, c'est quoi les entérobactéries? Les entérobactéries, c'est des bactéries qui sont des hôtes normaux ou éventuellement pathologiques de notre tube digestif. C'est des bactéries qu'on a dans le tube digestif. Celle qui est la plus connue, c'est Escherichia coli, qui est une bactérie qui constitue une grande part de notre microbiote intestinal, mais qui sont aussi des bactéries qui sont présentes dans l'environnement, dans l'eau, dans les sols. Et donc, c'est des bactéries qui peuvent être commensales, vivent dans notre tube digestif de façon normale, mais aussi donner des infections, et se donnent des infections très courantes, comme par exemple les infections urinaires, les pyélonéphrite, ou des infections digestives. Donc, c'est des bactéries qui sont très communes et très fréquemment associées à des infections. Et donc, les bêta-lactamases à spectre élargi, c'est une enzyme qui est donc acquise par ces bactéries et qui les rend résistantes à presque toutes les bêta-lactamines, c'est-à-dire résistantes à toutes les pénicillines et aux céphalosporines et même aux céphalosporines de 3e génération. Et donc, on ne va plus avoir pour traiter ces infections uniquement qu'une classe de bêta-lactamines qui est encore active, qui s'appelle les carbapénèmes, qui est un peu l'antibiotique de réserve.
Quand on regarde l'évolution de l'incidence de ces entérobactéries, là, c'est les données de la PHP, vous voyez qu'à partir du milieu des années 2000, et surtout après le début des années 2010, on a une augmentation très importante de l'incidence de ces bactéries produisant des BLSE. Et quand on regarde au niveau de la France, vous voyez qu'on est passé entre 2003 et 2015, on a une incidence qui a été multipliée par 10, on est passé de 1,9 à 11% de bactéries d'Escherichia coli BLSE. Donc ça, c'était pour la France, l'Europe. Et quand on regarde un peu dans le reste du monde, c'est là où on commence à se rendre compte qu'en fait, ce phénomène est très important. Vous voyez par exemple que dans le sous-continent indien, on a les auteurs en 2013 avaient estimé qu'on avait déjà près d'1 milliard d'Indiens qui étaient porteurs. Donc là, les auteurs ont regardé le portage de BLSE dans la communauté. Et donc en Inde, on avait déjà, dans le sous-continent indien, on avait 1 milliard, une estimation d'1 milliard de porteurs de BLSE, tout simplement parce que en 2011, on avait à peu près 70% des Indiens qui étaient porteurs de BLSE dans leur tube digestif. C'est-à-dire que en fait, la normalité était maintenant dans le microbiote intestinal de porter des bactéries multirésistantes de ce type-là, BLSE. Avec, vous voyez que ça c'est en fonction des différents continents, une augmentation dans tous les continents, alors qui a explosé dans la partie Asie du Sud-Est et sous-continent indien, mais qui a augmenté dans tous les continents. Et alors, à quoi c'est dû cette explosion, en particulier si on se focalise sur l'Inde? C'est dû en fait à une contamination de tous les réservoirs environnementaux par ces bactéries multirésistantes, ces entérobactéries BLSE. Et donc, on a non seulement les humains qui sont porteurs, mais une contamination des eaux usées, donc une contamination de toutes les niches environnementales, des animaux sauvages, des animaux d'élevage ou des animaux domestiques qui sont tous porteurs dans leur tube digestif parce qu'en contact avec l'environnement de ces bactéries multirésistantes. Et avec le développement très important des voyages intercontinentaux, on a une diffusion de cette résistance bactérienne via la transmission croisée entre interhumaines à tous les continents. Donc ça, c'était pour les BLSE, les bactéries multirésistantes, qui posent un vrai problème, parce que, donc on l'a vu tout à l'heure, les entérobactéries, elles peuvent être responsables, par exemple, d'infections urinaires, comme des pyélonéphrite, qui peuvent être relativement graves, infection du rein, la pyélonéphrite. Et le traitement de choix de ce type d'infection, c'est justement d'utiliser des bêta-lactamines de type céphalosporine de troisième génération. Donc, vous voyez qu'on a une infection assez fréquente, qui peut être sévère, et qu'on peut être en échec thérapeutique du fait de cette résistance. Et je vous l'ai dit, on avait malgré tout quand même encore quelques réserves en termes de classes d'antibiotiques pour traiter ce type d'infection, et en particulier les carbapénèmes. Et malheureusement, et donc ça c'est un peu plus récent, c'est milieu des années 2010, 2015, 2016, sont apparues des bactéries encore plus résistantes. On les a appelées dans la grande presse superbactéries, qui sont des bactéries qui, cette fois-ci, sont résistantes non seulement au C3G et aux autres bêta-lactamines, mais aussi au carbapénème. Ce sont ce qu'on appelle des carbapénémases, des enzymes qui sont capables d'hydrolyser toutes les bêta-lactamines, y compris les carbapénèmes. Et donc, on a vu émerger ces bactéries, je vous ai dit, au milieu des années 2010. Et comme par hasard, une des principales sources d'émergence de ce type de bactéries, ça a été le sous-continent indien de nouveau, avec un type de bactérie qui s'appelle NDM, qui a diffusé dans tous les continents. Et quand on regarde maintenant de façon un peu plus récente, quand on regarde en Europe, pardon, de façon un peu plus proche, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que dans les pays du sud de l'Europe, comme l'Italie ou la Grèce, il y a énormément de ce type de bactéries résistantes, de type produisant des carbapénémases, donc résistantes à toutes les classes de bêta-lactamines. Et quand on regarde, alors vous n'êtes probablement pas très habitué à lire des antibiogrammes et à voir ce que c'est qu'un antibiogramme, mais là, donc c'est
c'est des antibiogrammes où le principe, c'est que vous avez des petits disques qui comprennent des antibiotiques, et donc on a une culture de bactéries sur une boîte de pétri avec des petits disques d'antibiotiques. Et normalement, quand la bactérie est sensible, ça doit faire comme ici, c'est-à-dire un disque autour du disque d'antibiotiques où les bactéries ne sont pas capables de pousser parce que l'antibiotique ayant diffusé dans la gélose, les bactéries sensibles ne peuvent pas pousser autour du disque. Et vous voyez que tout de suite, quand on regarde cet antibiogramme, bah, vous voyez que les bactéries sont capables de pousser autour de la plupart des disques d'antibiotiques, c'est-à-dire que la bactérie est résistante à peu près toutes les molécules. Il reste quelques molécules qu'on peut encore utiliser, comme celle-ci, là, qui s'appelle CS, qui est la colimycine, qui est un peu un des derniers antibiotiques qui était encore efficace pour traiter les infections à entérobactéries très résistantes, qui est un vieil antibiotique très toxique qu'on avait gardé, hein, qu'on avait arrêté d'utiliser parce qu'on a vu beaucoup d'autres possibilités de traitement plus simples à utiliser et moins toxiques, et qu'on a été obligé de ressortir un peu des tiroirs quand on a vu arriver ce type de bactéries. Malheureusement, un peu comme attendu, on a vu émerger quelques années après de la résistance à la colimycine, à la colistine dans le monde, en particulier cette fois-ci qui est une résistance qui a émergé surtout en Chine, du fait de l'utilisation de cet antibiotique, la colimycine, dans les élevages, en particulier les élevages porcins en Chine, et avec très rapidement la découverte d'une diffusion de ce type de résistance à la colimycine à travers le monde. Donc vous voyez une étape, une histoire en plusieurs étapes avec toujours un peu le même scénario, c'est-à-dire que de la résistance qui émerge, la nécessité d'utiliser de façon plus massive des antibiotiques avec un spectre plus large, et qui vont finir par sélectionner au bout de quelques années de la résistance qui va émerger dans une partie du monde et diffuser à cause des voyages intercontinentaux de façon très rapide dans le reste du monde. Et alors, la question, c'est comment on traite les patients qui sont infectés par des bactéries résistantes à tout. Et ben, on arrive à des vrais, qui sont encore peu fréquentes en France, mais malgré tout, on arrive à des vraies situations d'impasse thérapeutique. Alors, on met plusieurs antibiotiques différents qui marchent. On met les antibiotiques qui marchent le moins mal contre ces bactéries, mais au final, on a une vraie perte de chance. Et ça fait le lien avec cette dernière diapo, qui est très clairement que quand on met un antibiotique qui n'est pas approprié, c'est-à-dire que quand on traite un patient qui a une bactérie résistante, alors soit on probabilise parce qu'on ne le sait pas encore, on met un traitement qui est censé marcher sur la plupart des gens, et en fait, mon patient a une bactérie multirésistante, et ben, une bactérie résistante à cet antibiotique, et ben, on a une perte de chance et un taux de mortalité plus élevé. Ou alors, on sait que la bactérie est très résistante. Euh, on sait que la bactérie est très résistante aux antibiotiques, mais on n'a pas le choix. On va mettre un antibiotique qui marche pas très bien, mais qui marche plutôt un peu mieux que les autres. Et à ce moment-là, on en met plusieurs qui marchent pas très bien. Et on sait que là aussi, le patient a plus de chances de décéder ou d'avoir une mauvaise évolution que le patient qui a la même infection avec des bactéries sensibles. Alors, une fois qu'on a vu tout ça et que je vous ai fait un peu peur là, sur l'évolution de la résistance aux antibiotiques et le risque d'aboutir à des vraies impasses thérapeutiques qui peuvent, c'est ce type de profil qui peut expliquer les projections qu'ont fait les auteurs en 2050, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire si on a quasiment plus que des patients qui ont ce type de résistance, effectivement, on va avoir une mortalité beaucoup plus élevée. Alors, comment on peut faire pour essayer de mieux utiliser les antibiotiques et éviter l'émergence de la résistance? C'est tout ce qu'on appelle en français le bon usage des antibiotiques, qui s'appelle en anglais antimicrobial stewardship. Et donc, la traduction n'est pas simple, mais je vous dis, on l'a traduit comme bon usage des anti-infectieux. Et en fait, c'est tout ce qui
qui est toutes les mesures qui permettent de d'utiliser de façon plus raisonnable les antibiotiques. Avec l'objectif, c'est de garder toujours en tête d'améliorer le pronostic des patients, mais avec le minimum d'effets et de conséquences sur les conséquences écologiques sur la résistance, ainsi que le minimum d'effets aussi toxiques, d'effets secondaires pour le patient. Donc, c'est un concept qui a émergé à la fin des années 90. Vous voyez là, c'est la courbe de publications sur ce sujet qui augmente de façon exponentielle. Beaucoup de publications dans ce sens-là. Et du coup, quand il y a beaucoup de publications, vous savez qu'on peut faire des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on prend plein d'articles qui traitent du même sujet et on essaie d'analyser. Donc, d'analyser les faits sur plusieurs études. Et donc ça a été fait par la revue Cochrane en 2017 et qui ont repris les études qui traitent du sujet du bon usage des antibiotiques. Et vous voyez que leur conclusion, c'est que on sait que ça marche. Il n'y a pas besoin de refaire des études là-dessus. C'est sûr que de mettre en place des mesures pour essayer de mieux utiliser les antibiotiques, ça a un effet sur la diminution du séjour des patients à l'hôpital, la diminution de la durée des traitements et l'amélioration de l'utilisation des antibiotiques. Alors là, j'ai une question sur l'utilisation des antibiotiques à spectre restreint. Bah oui, c'est toujours, de toute façon, c'est effectivement ça. Une des actions, c'est d'utiliser l'antibiotique avec le spectre le plus étroit possible, c'est-à-dire qui doit être actif sur la bactérie qu'on a identifiée, mais en essayant d'éviter le maximum d'effets collatéraux. En particulier, l'antibiotique, on va essayer toujours de choisir l'antibiotique qui va avoir le moins d'effets sur le microbiote intestinal pour justement éviter cette sélection de résistance. Si on reste sur ce bon usage des antibiotiques, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Il y a plein d'intervenants dans l'histoire. On a le prescripteur d'antibiotiques qui peut être aidé par des infectiologues qui vont l'aider à bien utiliser l'antibiotique, le pharmacien et au final, à la fin, il y a le patient. Donc, bon, on ne va pas détailler tout ça, mais il y a plein d'intervenants. Et on a plein d'acteurs aussi. En France, on a l'HAS qui donne des recommandations, la NSM qui est l'agence du médicament qui donne elle aussi des recommandations, l'assurance maladie, et puis au niveau européen, le CDC qui lui aussi va suivre la consommation d'antibiotiques et va éventuellement faire des recommandations. Mais si on veut simplifier un peu les choses, finalement, dans la politique du bon usage des antibiotiques, il y a deux niveaux d'action. Il y a l'échelle collective, alors ça peut être au niveau d'un hôpital, au niveau d'un pays, au niveau d'une région, au niveau d'une collectivité de médecins, enfin des médecins libéraux. Et puis, il y a l'échelle individuelle, où là, c'est vraiment au niveau du patient, essayer de faire en sorte que le traitement soit le meilleur traitement possible, qui a le moins d'impact possible, ou alors éviter, même à l'échelle individuelle, l'utilisation d'antibiotiques s'il n'y a pas d'indication à le mettre. On a eu plusieurs plans antibiotiques qui sont succédés pour essayer d'améliorer l'utilisation des antibiotiques. Et donc le premier dont on a parlé, c'était celui entre 2001 et 2005 et qui avait comme slogan les antibiotiques, c'est pas automatique. On a eu donc on a vu qu'il avait été efficace ce premier plan pour préserver les antibiotiques. On a eu entre 2007 et 2010 un plan national de préservation des antibiotiques avec un slogan qui a été un peu moins connu, c'est utiliser à tort, ils deviendront moins forts. Et puis un dernier, 2011-2016, qui était avec
encore une fois un nouveau slogan, les antibiotiques juste ce qu'il faut. Vous voyez qu'on a mieux retenu le premier que les deux suivants, et qu'en tous les cas, celui qui a eu le plus d'impact, c'était le premier plan national. Alors, comment on fait pour mieux prescrire les antibiotiques? Il y a plusieurs principes. Le premier principe, c'est on prescrit que s'il faut. Et donc, on prescrit des antibiotiques que si on est soit certain qu'on a une infection bactérienne, parce qu'on a une documentation de cette bactérie, soit qu'on a une très, très, très forte suspicion d'une infection bactérienne. En tous les cas, on ne va pas prescrire des antibiotiques uniquement s'il y a de la fièvre, ou alors si on pense qu'il y a une infection virale. On ne prescrit pas d'antibiotiques si on a devant une colonisation bactérienne, par exemple un ECBU positif sur une sonde urinaire, bah ça c'est très probablement une colonisation bactérienne et ce n'est pas une indication à traiter par antibiotiques. Et puis, il faut faire bien attention que quand on a des prélèvements microbiologiques, on peut se trouver devant des cas de contamination bactérienne. Et donc ça, c'est des prélèvements microbiologiques sur des sites qui sont normalement stériles, mais qui peuvent être contaminés. Par exemple, quand on prélève une hémoculture, donc c'est un prélèvement de sang qu'on met en culture dans un flacon particulier pour cultiver, pour voir s'il y a des bactéries dans le sang. Et ben, si l'infirmière ne fait pas une bonne désinfection au moment du prélèvement, on risque de retrouver des bactéries qu'on a habituellement sur la peau dans le flacon d'hémoculture, et donc une contamination bactérienne qui peut éventuellement être responsable de traitements antibiotiques si on n'est pas averti de ça. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment prescrit des antibiotiques uniquement si il y a une indication à cette prescription, uniquement si on a une infection bactérienne, certaine ou prouvée, et qu'on pense que dans cette infection, l'antibiothérapie est nécessaire. Deuxième point, c'est quand on choisit un antibiotique, on choisit le bon antibiotique. Et donc, en particulier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on suit les recommandations pour utiliser l'antibiotique qui a le spectre le plus étroit, mais qui garde quand même une probabilité suffisante d'être efficace sur la bactérie qu'on pense être responsable. Donc, dans cette étude-là que je vous montre, ils ont montré que quand on prend l'avis d'un infectiologue sur une bactérie Staphylocoque doré, l'infectiologue permettant d'aider au choix de l'antibiotique le plus efficace et avec le meilleur spectre, permet d'améliorer la mortalité des patients. C'est-à-dire que le patient qui a eu l'avis d'un infectiologue pour aider à la bonne gestion de l'antibiothérapie a plus de chances de sortir vivant de l'hôpital que celui qui n'a pas eu l'avis de l'infectiologue. Autre exemple, quand on utilise des carbamazepine, donc je vous ai dit l'antibiotique avec le spectre le plus large, qui est un peu notre antibiothérapie de dernier recours, on sait que même si on les utilise 1 ou 3 jours, donc même si on les utilise en probabiliste, on a un impact important avec le risque on multiplie par 6 le risque d'acquérir un bacille à gram négatif résistant à l'upinène. Le troisième principe, c'est la réévaluation de l'antibiothérapie à 3 jours, entre 2 et 3 jours. Et donc ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est le moment où on peut arrêter l'antibiotique si en fait l'origine bactérienne de l'infection n'est pas confirmée. Si finalement on a mis un antibiotique, on ne savait pas trop, on a fait des prélèvements et puis les prélèvements viennent négatifs, et c'est le moment où il faut arrêter. C'est le moment où on adapte l'antibiothérapie à la sensibilité de la bactérie responsable. C'est là où on va justement utiliser le spectre le plus étroit, parce que à 48 heures, c'est souvent le moment où on va récupérer les résultats microbiologiques. Si on avait commencé avec un traitement où il y avait deux antibiotiques, c'est le moment où il faut passer à une monothérapie avec un seul antibiotique. Et puis si on avait commencé par voie intraveineuse, c'est souvent le moment où on peut passer par voie orale. Le quatrième principe, c'est d'essayer de toujours faire des durées de traitement les plus courtes. Et donc là, ça, c'est un exemple de ce qui est recommandé à la PHP sur les durées de traitement les plus courtes en fonction des situations. Et donc, il faut se baser sur ce schéma-là, c'est-à-dire toujours utiliser un traitement
le plus court possible pour les infections bactériennes, le traitement le plus court possible par antibiotique. Cinquième principe, c'est optimiser l'antibiothérapie. Donc, il faut bien penser à la posologie, comment l'utiliser sur est-ce que c'est par voie intraveineuse, est-ce que c'est par voie orale, est-ce que c'est en perfusion continue, en perfusion discontinue? Bref, tous ces éléments-là qui vont au-delà du choix de la molécule, mais aussi de la façon dont on l'administre et l'observance du traitement, tous ces éléments-là sont très importants pour essayer d'optimiser l'antibiothérapie. Puis dernier principe, c'est prévenir les infections. Donc ça, c'est un principe très important. C'est un peu au-delà de l'antibiothérapie, mais c'est ce qui permet, on l'a vu, si on casse la transmission croisée, si on casse la transmission croisée et qu'on améliore l'utilisation des antibiotiques, le bon usage des antibiotiques, on va avoir un effet important sur la sélection de la résistance. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les infections? Un premier point, c'est essayer de diminuer au maximum l'utilisation des dispositifs invasifs. On sait par exemple que les cathéters, c'est la première cause de bactériémie, donc de passage de bactéries dans le sang à l'hôpital. Que le sondage urinaire, c'est aussi une des premières causes d'infection urinaire nosocomiale. Et donc, l'objectif, c'est quand on s'occupe des patients à l'hôpital, c'est toujours de se poser la question de est-ce que ma perfusion est nécessaire? Si ma perfusion n'est pas nécessaire, il faut absolument la retirer parce que je fais courir un risque tous les jours à mon patient en gardant cette perfusion, un risque qu'il fasse une bactériémie. Et l'autre point, c'est toujours dans la prévention des infections, c'est l'hygiène des mains. L'hygiène des mains avec l'utilisation des solutions hydroalcooliques, c'est ce qui a permis de faire baisser l'incidence des SARM à l'hôpital. Toujours dans la prévention des infections, c'est la vaccination. Par exemple, la vaccination contre le pneumocoque, ça a permis de faire diminuer la résistance du pneumocoque à la pénicilline. Et dans la vaccination antigrippale, c'est quelque chose qui permet, chez le personnel soignant, permet de diminuer l'incidence de la grippe parmi le personnel, mais aussi chez les patients. Et on sait que les patients qui ont des grippes nosocomiales, donc des patients qui sont par définition à l'hôpital, sont très à risque de faire des formes graves de la grippe. Et surtout, une grippe, c'est un risque de surinfection bactérienne au décours avec du coup de la consommation d'antibiotiques. Donc ça, c'était les grands principes à l'hôpital et en ville, grands principes médicaux de l'utilisation des antibiotiques, mais il y a aussi toute une partie dans le bon usage des antibiotiques qui est l'éducation des patients. Et donc, il y a pas mal de documents qui sont proposés pour ça, en particulier qui sont faits par l'assurance maladie. Vous voyez qu'il y a par exemple ce permis d'utilisation des antibiotiques avec 3 règles simples pour que les patients soient au courant de ce problème de l'antibiorésistance et vous voyez, les principales règles, c'est quand on prend un antibiotique, jamais le garder pour une éventuelle automédication. Donc, on pratique aucune automédication d'antibiotiques, bien respecter la durée de traitement et quand on a fini l'antibiothérapie, on le ramène chez le pharmacien. Vous voyez, il y a ce genre d'éducation qui est faite aux patients avec pas mal d'outils dont là je vous ai cité je vous montre un des outils qui est un site qui s'appelle eBug qui propose plein d'éléments, des vidéos, des tutoriels, qui sont avec différents publics possibles et qui sont vraiment des documents de formation à cette question de l'antibiorésistance, formation du public à l'antibiorésistance. C'est quelque chose qui commence à être un peu connu, mais étant donné que c'est un vrai problème de santé publique au niveau mondial, c'est un élément qui doit s'emparer la population générale pour justement éviter l'évolution vers la catastrophe de l'antibiorésistance telle que je vous l'ai montré avec les projections en 2050.
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Préservons les antibiotiques, changeons nos pratiques. Ça, c'est le plan antibiotique de la PHP. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Pour la vaccination contre la grippe, j'ai vu qu'il y avait une question là. Pour la vaccination contre la grippe, il y a la possibilité de se faire vacciner à la médecine du travail. Normalement, à l'université, vous avez une médecine du travail pour la vaccination. Sinon, si vous êtes en stage à l'hôpital, il y a la possibilité aussi de se faire vacciner à l'hôpital, soit dans son service, soit au centre de vaccination si vous êtes à l'hôpital Henri Mondor. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet? Donc, l'idée, là, je finis un peu mon topo sur justement là, toutes les actions auprès du grand public, qui sont des choses qui sont encore très peu développées, mais qui nécessitent d'être développées justement parce que ce qui est bien montré, c'est que cette prescription des antibiotiques, elle passe par les médecins, les prescripteurs, mais tout ça est une interaction entre une demande, finalement une demande quand même des patients, et c'est vrai on se retrouve souvent dans des situations où les patients viennent dans un cabinet et s'ils ils sortent pas du cabinet avec une ordonnance et une prescription d'antibiotiques, et ben, ils vont aller le médecin d'à côté en réclamant entre guillemets cette prescription d'antibiotiques qui leur paraît totalement normale parce que c'est ça qu'ils ont connu, alors que la même situation se passerait en Angleterre ou encore aux Pays-Bas, avec l'éducation de la population qui a eu l'habitude de prendre des antibiotiques de façon beaucoup moins fréquente et qui est probablement un peu plus au courant de ces problèmes d'antibiorésistance, les médecins n'ont pas la même pression sur la prescription d'antibiotiques. Bref, il y a vraiment un point important sur l'éducation du grand public et probablement l'éducation des plus jeunes sur l'utilisation des antibiotiques. Et donc, l'idée de votre action dans le cadre du service sanitaire sur l'antibiorésistance, ça va probablement être des ateliers à proposer auprès de lycéens sur cette thématique de qu'est-ce que l'antibiorésistance, qu'est-ce que ça a comme implication et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau de citoyen pour justement promouvoir la moindre utilisation des antibiotiques, la meilleure utilisation des antibiotiques. Oui, bah, du coup, j'ai répondu à la dernière question. Effectivement, le public, ça sera probablement un public, lycéen, collégien, probablement lycéen plutôt. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, très bien. Donc, du coup, de ce que j'ai compris, vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers dès que ça sera ouvert et on se verra du coup dans le cadre d'ateliers pour ceux qui auront choisi ce thème. Bonne journée à tous. Au revoir.